Programme de gestion du poids. Êtes-vous prêt? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la première partie du cours de gestion du poids. Êtes-vous prêt? Je m'appelle Lise Picard et je vais vous guider tout au long de cette session. Assurez-vous d'avoir un exemplaire du journal de réflexion car je vous demanderai à plusieurs reprises de répondre aux questions et de réfléchir à vos propres comportements. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour répondre à ces questions. Prévoyez également une petite gourmandise comme un morceau de chocolat ou une poignée de chips. Nous ferons un exercice sur l'alimentation en pleine conscience vers la fin de ce cours. Avis de non-responsabilité. Avant de commencer, voici l'avis de non-responsabilité correspondant à ce cours. Les informations présentées dans ce programme éducatif ne remplacent pas les conseils de votre professionnel de la santé. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, veuillez consulter un diététicien ou votre médecin généraliste. Ce cours se compose de 2 parties d'une durée d'1 heure chacune. Voici le programme des parties 1 et 2. Nous essaierons notamment de comprendre ce qu'est l'obésité, aborderons l'alimentation consciente et verrons l'importance de se fixer des objectifs. N'hésitez pas à envoyer vos questions pendant que vous visionnez le cours à healthpromotion@gov.nt.ca. Journal de réflexion. Ouvrez votre journal de réflexion. Prenez le temps de lire la page 2. Répondez à la question 1 sur l'importance de modifier vos habitudes alimentaires ainsi que sur la préparation et la confiance nécessaires pour y parvenir. Notez votre réponse sur une échelle de 1 à 10. Par exemple, 1 signifie que les changements ne sont pas très importants et 10 signifie qu'ils sont très importants pour vous. Tout au long de la première partie de ce cours, je vous donnerai des informations visant à vous préparer à entamer votre parcours de perte de poids. Tout d'abord, il n'y a pas de règles ou de régime particulier. Vous apprendrez ce qu'est la nutrition et serez invité à trouver des moyens logiques de mieux satisfaire votre faim. Deuxièmement, si vous voulez perdre du poids, il est important d'adopter une approche que vous saurez poursuivre et qui vous plaît vraiment. Enfin, l'important n'est pas le chiffre sur la balance, mais une meilleure santé globale. J'espère que cela répond à vos attentes. Comprendre l'obésité. Nous allons prendre le temps de comprendre ce qu'est l'obésité. Cela peut paraître étrange, mais si nous comprenons ce qui a un effet sur notre poids, nous aurons des attentes plus réalistes en matière de perte de poids et, espérons-le, nous réussirons mieux. Vidéo. Commençons par regarder une vidéo. Cette vidéo explique pourquoi de nombreuses personnes ont du mal à perdre du poids. Origine et mécanismes de l'obésité. Je vous présente Amanda. Vous la rencontrez pour la première fois et vous pensez probablement qu'elle mange beaucoup et qu'elle fait peu de sport, parce qu'elle est obèse. Cependant, je vais vous montrer que l'obésité est bien plus complexe que cela. Il y a beaucoup d'Amanda dans le monde et elles ont besoin d'un traitement. Vous êtes vous-même peut-être une Amanda, ou vous en connaissez une. Il est temps d'agir contre l'obésité. Mais pour agir efficacement, il faut comprendre l'obésité. On accepte en général l'idée que le poids est déterminé par une formule plutôt simple. On appelle ça l'équilibre énergétique. Et voici comment ça marche. Si le nombre de calories que l'on consomme est équivalent au nombre de calories que l'on brûle, alors notre poids reste le même. Si l'on consomme plus que ce que l'on brûle, on prend du poids. Et si l'on consomme moins que ce que l'on brûle, on perd du poids. La plupart des gens pensent que ceux qui gèrent bien leur équilibre énergétique restent minces, alors que ceux comme Amanda qui mangent trop et ne font pas assez d'exercice physique deviennent obèses. Nous voyons l'obésité comme un choix de vie, et le traitement est simple, manger moins et faire du sport. Cela paraît logique, mais c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, parlons du set point. Je ne parle pas de la balle de 7 où un joueur de tennis s'apprête à battre son adversaire. Je parle d'une théorie qui stipule que quel que soit le poids que vous voulez atteindre, votre cerveau détermine lui-même le niveau de masse graisseuse qu'il doit avoir. Et il a un système complexe qui régule très précisément votre absorption et votre dépense énergétique pour que votre poids reste à un niveau prédéterminé de masse graisseuse.
Ce niveau prédéterminé de masse graisseuse, c'est ce que l'on appelle le set point. Donc cet équilibre énergétique, ce n'est pas quelque chose que l'on contrôle volontairement. Votre cerveau régule pour vous vos dépenses en calories. Pour que votre cerveau fasse cela, il doit connaître votre niveau d'énergie calorifique à chaque instant. Et il le sait en écoutant des hormones comme la leptine qui est sécrétée dans votre masse graisseuse. Que pensez-vous de cette explication des raisons pour lesquelles il est difficile de perdre du poids? Êtes-vous d'accord sur le fait que l'obésité n'est pas seulement attribuable à une prise alimentaire excessive et à un manque d'activité physique? Si tel est le cas, cela signifie-t-il que nous ne pouvons rien y faire? Quelle est la solution? Cela a permis de comprendre pourquoi il est si difficile de perdre du poids et de réaliser qu'il y a des facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. Facteurs influençant le poids. Cette image met en évidence les facteurs qui influencent notre poids. Nous pouvons en contrôler certains, d'autres non. Avant, nous nous concentrions sur l'alimentation et l'exercice physique, mais examinons certains des autres facteurs qui influencent notre poids. La plupart d'entre nous savent que plus on vieillit, plus il est difficile de perdre du poids. Nous sommes moins actifs et notre métabolisme ralentit. Les changements hormonaux, en particulier à la ménopause, peuvent rendre la perte du poids plus difficile. Les médicaments, comme l'insuline, les antidépresseurs et les stéroïdes, peuvent avoir un effet sur notre poids. Par ailleurs, certaines personnes sont plus susceptibles d'être en surpoids en raison de leur patrimoine génétique. Nous discuterons de certains des autres facteurs présentés tout au long du cours. Avantage d'une perte de poids. Si vous avez du mal à perdre du poids et que votre corps cherche toujours à maintenir un seuil plus élevé, mais que vous voulez quand même perdre quelques kilos, quel objectif devriez-vous vous fixer? La première chose à faire est de ralentir ou d'arrêter la prise de poids. Vous éviterez ainsi que votre valeur de consigne, le set point, n'augmente. C'est un objectif qui vaut la peine d'être envisagé, surtout si vous n'êtes pas très motivé pour perdre du poids. Mais si vous souhaitez perdre du poids, vous trouverez peut-être encourageant d'apprendre que la plupart des effets salutaires se manifestent dès les premiers 5 à 10 % de perte de poids. Des études montrent que perdre un peu de poids peut améliorer le diabète de type 2, réduire le risque de maladie cardiaque, améliorer la tension artérielle et contribuer à un meilleur sommeil. Comment calculer ce que représente 5 à 10 % de votre poids corporel? Alors, qu'est-ce qu'une perte de 5 à 10 % représente pour vous? Calculez-le vous-même en suivant l'exemple présenté sur cette diapositive. Juste pour voir, essayez de deviner combien pèse ce morceau de graisse. Cela représente 5 livres de graisse. Êtes-vous surpris? Une petite perte de poids devrait donc vous encourager et non vous décourager. Journal de réflexion. Jusqu'à présent, nous nous sommes penchés sur l'obésité ainsi que sur le processus de perte de poids de votre corps. Nous allons également découvrir le pourcentage de perte de poids qui permet d'améliorer notre santé. Nous allons maintenant prendre chacun le temps de réfléchir aux raisons qui nous poussent à vouloir perdre du poids. Ouvrez votre journal de réflexion aux pages 3 et 4. Travaillez sur les questions 2 à 8. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause et à prendre quelques minutes pour répondre aux questions. N'oubliez pas de penser au présent. Ne pensez pas à un objectif trop lointain. Vous pourrez réévaluer plus tard l'évolution de votre parcours de perte de poids. Il s'agit d'une citation du Dr. Freehoff, l'un des spécialistes de l'obésité le plus connu au Canada. Le poids idéal est celui que vous pouvez atteindre tout en menant la vie la plus saine possible. Qu'en pensez-vous? Depuis quand est-ce devenu si compliqué de manger?
De nombreuses personnes désireuses de perdre du poids se demandent ce qu'elles doivent manger. C'est pourquoi nous devons en parler. Mais si cela semble si simple à première vue, cela peut s'avérer assez compliqué. Nos choix alimentaires sont influencés par de nombreux facteurs. L'un d'eux est le marketing alimentaire. Pour vous pousser à consommer leurs produits, les spécialistes du marketing doivent vous convaincre que c'est un choix sain. Mais ce n'est pas parce qu'un aliment est à la mode et qu'il est présenté comme sain qu'il l'est. De plus, avec les médias sociaux, tout le monde se dit expert en tout. Quels sont les autres éléments qui influencent nos choix alimentaires? Qu'en est-il de notre culture, de nos finances et de notre environnement social? Comme le montre cette page, nous entendons souvent des messages contradictoires. Ne sautez pas de repas. Mangez 6 repas par jour. Ne mangez que 3 repas par jour. Ce type de réflexion conduit généralement à des attitudes qui peuvent être problématiques. Signe d'un éventuel trouble de l'alimentation. Nous savons que les personnes qui suivent un régime ne développent pas toutes un trouble d'alimentation. Comme les troubles de l'alimentation ont considérablement augmenté depuis la pandémie, nous allons passer en revue certains signes de troubles de l'alimentation. Par exemple, avoir une peur bleue de prendre du poids, être obnubilé par les régimes, les calories et les choix alimentaires, ignorer les signaux de la faim, etc. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle donne une idée des signes à surveiller. Si une personne de votre entourage a besoin d'aide, veuillez contacter votre médecin. N'attendez pas, faites-vous aider. Ce ne sont pas de simples régimes alimentaires, mais des maladies graves qui indiquent un besoin urgent d'aide. Plus un trouble alimentaire est enraciné, plus il est difficile de le guérir. Nous aimerions vous parler de l'alimentation intuitive ou alimentation consciente, une solution plus saine pour gérer votre poids. L'alimentation intuitive ou alimentation consciente vous aide à mieux écouter les signaux de votre corps et à être en accord avec vos priorités alimentaires. Par exemple, vous pouvez vous demander « Est-ce que j'ai faim? De quoi ai-je envie? Quels aliments me feront sentir bien? Qu'est-ce qui est important pour moi? De quels aliments est-ce que je peux me passer? » Mettez l'accent sur un mode de vie sain qui vous plaît. Maintenant que j'ai abordé certains des pièges des régimes, nous sommes prêts à parler des choix alimentaires sains. Pendant que je vous présente cette partie, je vous invite à garder quelques points à l'esprit. Il s'agit de lignes directrices et non de règles strictes. Vous verrez et entendrez de nombreuses suggestions. Il est normal d'en choisir certaines et de laisser les autres. Décidez de vos priorités. Équilibrez vos choix alimentaires en appréciant la nourriture, car il est important d'avoir une relation saine avec la nourriture. Que dois-je manger? Le Guide alimentaire canadien est donc un bon exemple de choix alimentaire équilibré. Comme le montre l'image de l'assiette, le Guide alimentaire canadien recommande ce qui suit. La moitié de l'assiette pour les légumes et les fruits. Il peut s'agir de fruits et de légumes frais, surgelés, cuits ou en conserve. Rincez simplement les fruits et les légumes en conserve si possible. Le quart pour les céréales complètes, comme le riz brun ou sauvage, les pâtes et les pains complets, et les autres céréales complètes comme le quinoa ou l'orge. Le dernier quart de l'assiette est réservé aux protéines maigres, comme le poisson, les haricots ou les lentilles, la volaille, les viandes rouges et le tofu. Les produits laitiers tels que le yogourt, le lait ou les fromages sont également inclus dans cette catégorie. Pourquoi devrions-nous manger de cette façon? Les aliments contenant des protéines maigres nous aident à nous sentir plus rassasiés après un repas. Les fibres contenues dans les fruits et les légumes et les céréales complètes nous aident à rester rassasiés plus longtemps.
vous consommerez moins de calories avec une assiette contenant plus de fruits et de légumes et moins de féculents, comme nous le verrons dans quelques instants. Par ailleurs, manger moins d'aliments transformés permet de consommer davantage de vitamines et de minéraux et de limiter la consommation de sel et de sucre. Cela facilite aussi la perte de poids. Si vous souhaitez essayer de manger de cette façon, vous pouvez acheter à l'unité ces assiettes compartimentées Corelle ou Tupperware. Elles vous aideront à adopter cette approche. Voici une assiette de repas équilibrée et les raisons par lesquelles une telle alimentation peut vous aider à perdre du poids. La première assiette est une façon assez typique de manger dans notre culture et cette grande portion de pâtes et de sauce à la viande est riche en calories. Mais dans la deuxième, on voit clairement que la moitié de l'assiette est réservée aux légumes et l'autre à la sauce et aux pâtes. Les calories de la deuxième assiette représentent probablement entre la moitié et les 2/3 de calories de la première assiette. Pourtant, en faisant le plein de légumes et de pâtes complètes, vous serez certainement rassasié après votre repas. Tous les aliments ne tiennent pas dans l'assiette compartimentée. Par exemple, cette soupe contient beaucoup de protéines maigres grâce aux lentilles et facilement plus de la moitié des légumes. Pour en faire un repas équilibré, il suffit de l'accompagner d'une céréale complète, comme un morceau de pain grillé. Cette salade est un autre exemple de repas qui n'est pas divisé en portions distinctes dans l'assiette. Vous pouvez néanmoins constater qu'elle contient beaucoup de légumes et de protéines maigres grâce aux pois chiches et à la feta. Tout comme la soupe, il suffit de l'accompagner d'une petite portion de céréales complètes pour en faire un repas équilibré. Vous pourriez, par exemple, y ajouter du quinoa. Si vous mangez seulement de la pizza pour votre repas, combien de portions pouvez-vous manger? 3, 5, toute la pizza? Mais si vous surveillez votre alimentation pour des raisons de santé ou de poids et que vous mettez un plateau de légumes ou une salade sur la table, vous pourriez manger moins de pizza et faire le plein de légumes. Vous remplaceriez ainsi certains aliments plus riches en calories, en graisses et en sel, ce qui constituerait une alimentation plus saine dans l'ensemble. Et, en passant, les légumes sur votre pizza ou la laitue et la tomate dans votre hamburger ne sont pas en quantité suffisante pour constituer une portion de légumes. Considérez-les plutôt comme des condiments. Cela nous amène à la diapositive suivante. Les friandises et le restaurant. La vie est pleine de surprises. Parfois, nous allons à une fête d'anniversaire ou nous partons en voyage. Pouvons-nous manger au restaurant? Bien sûr. Manger au restaurant fait partie des plaisirs de la vie. C'est en écoutant notre corps et en prévoyant un petit plaisir de temps en temps que nous pouvons tenir le cap à long terme. Voici quelques conseils pour intégrer ces aliments à votre alimentation. Planifiez de déguster votre gourmandise. Si vous aimez terminer votre repas par une note sucrée, vous pouvez par exemple vous préparer une petite friandise après le dîner ou le souper. Les formats de bonbons d'Halloween est idéal, car il permet de contrôler les portions. Il existe également de nombreuses autres options comme de petites gourmandises en format individuel, par exemple celle que vous voyez ici. Lorsque vous prenez une friandise, essayez de la manger lentement et de la savourer. Pour éviter de manger ce type d'aliments en trop grande quantité, évitez de les consommer quand vous avez faim. Si vous savez que vous allez prendre un plus gros repas gourmand, par exemple si vous allez au restaurant ou à une fête, essayez de planifier votre journée ou votre semaine en fonction de cette activité. Vous pouvez par exemple prendre un dîner plus léger ou ne pas prendre votre friandise habituelle dans l'après-midi. L'important est de décider à l'avance de la fréquence à laquelle vous prendrez ces friandises et en quelle quantité, sans perdre de vue vos objectifs de santé. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à votre alimentation
en répondant aux questions 9 à 13 de la page 5. En quoi vos choix alimentaires diffèrent-ils du Guide alimentaire canadien? Comment prévoir vos sorties et inclure des friandises dans votre alimentation? N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause et à prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Sortons dîner. Nous allons faire une activité où nous prétendrons que nous sortons dîner. Alors, les calories correspondent simplement à l'énergie que nous tirons des aliments. Le nombre de calories dont une personne a besoin dépend de son niveau d'activité, de sa taille, de son âge et de son poids. Pour les besoins de cette activité, nous prendrons comme exemple un repas qui apportera entre 500 et 600 calories. Nous examinerons différentes options de repas et verrons comment elles remplissent cet objectif. Pendant que nous passons en revue les différentes options, posez-vous les questions qui s'affichent à l'écran. Est-ce que ce serait une portion suffisante pour moi? Comment me sentirais-je après? Que pourrais-je faire pour que cela me corresponde mieux? Vous pouvez utiliser votre journal de réflexion à la page 6 pour vous aider. Vous pouvez tenter de deviner le nombre de calories contenues dans chaque repas et penser à la façon dont vous pourriez modifier ce repas pour qu'il vous corresponde. Les sushis. Le premier exemple est un plat de sushis qui sont 8 makis californiens. Combien de calories pensez-vous que ce repas contienne? Comment vous sentiriez-vous après ce repas? Voudriez-vous le modifier pour qu'il corresponde mieux à votre objectif? Je vous laisse quelques secondes pour noter votre estimation des calories avant de vous montrer la réponse. Ce repas contient 340 calories. C'est bien en dessus du 500-600 calories visé. Comment vous sentiriez-vous après ce repas? Seriez-vous rassasié? Si vous êtes comme moi, il est probable que vous aurez encore faim ou que vous aurez faim peu après le repas. Alors, que pourriez-vous faire pour que cela vous convienne mieux? Vous pourriez doubler la quantité en commandant 16 morceaux. Cela dépasserait légèrement votre quota de calories, mais de peu. Vous pourriez commander quelque chose d'autre en accompagnement, comme des edamame ou une soupe miso. Vous pourriez apporter quelque chose de chez vous, un yogourt, une pomme ou des légumes ou du hummus, et le manger à votre retour au bureau. Dans l'ensemble, il s'agit d'une idée de dîner raisonnable, mais il se peut que vous devriez ajouter quelque chose pour rester rassasié plus longtemps. On trouve ce repas dans la plupart des collectivités, dans la plupart des stations-service et des épiceries. Combien de calories pensez-vous que ce repas contienne? Prenez quelques secondes pour noter votre réponse. Ce repas contient 800 calories, ce qui dépasse notre quota de 500 à 600 calories. Comment vous sentiriez-vous après ce repas? Seriez-vous rassasié? Il y a de fortes chances que vous ayez cette sensation de lourdeur et de léthargie. Comment pourriez-vous modifier ce repas pour qu'il vous convienne mieux? Malheureusement, ce repas ne peut pas vraiment être modifié. Il est possible d'enlever la peau pour réduire un peu de calories, mais cela peut être difficile à faire. Il est peut-être préférable de commander autre chose. Mais s'il s'agit d'un repas que vous appréciez vraiment et que vous ne sortez pas manger à l'extérieur très souvent, commandez ce que vous voulez et profitez-en. Il vous faut simplement être conscient de la façon dont cela s'intègre à votre journée et vous adapter en conséquence. Sous-marin. Le dernier exemple est un sandwich sous-marin de 6 pouces au poulet, au bacon et à la sauce ranch. Combien de calories pensez-vous que cela contienne? Ce sandwich contient 520 calories, ce qui correspond parfaitement à notre quota de 500 à 600 calories.
Comment vous sentiriez-vous après ce repas? Seriez-vous rassasié? Voudriez-vous le modifier pour qu'il corresponde mieux à votre objectif? Gardez le sandwich de 6 pouces, demandez moins de sauce, ne prenez pas les 2 protéines, consultez le menu en ligne pour voir le tableau des valeurs nutritionnelles. Qu'en est-il des boissons? Voici 5 choix de boissons courants. Allez à la page 7 de votre journal de réflexion, question 15, et classez ces boissons en fonction de leurs calories, de celle qui en contient le moins à celle qui en contient le plus. Un thé glacé, 160 calories, un double-double de 212 calories, un mochaccino de 370 calories, un Tim glacé 406 et une barbotine de 413 calories. L'un de ces résultats vous a-t-il surpris? En buvez-vous régulièrement? Limiter les boissons caloriques peut contribuer à la perte de poids, car non seulement vous éliminez les calories en trop, mais vous faites ainsi plus de place à des aliments solides dans votre quota de calories, ce qui vous aidera à vous sentir rassasié. Les boissons ne nous rassasient pas de la même façon que les aliments. Que mettez-vous dans votre café? Le café noir ne contient aucune calorie, mais qu'en est-il lorsque vous buvez votre café avec de la crème et du sucre? Eh bien, si vous prenez un grand café double-double tous les jours, vous prenez 250 calories, dont la majeure partie provient de la crème et le reste du sucre. Si vous passez à 2 laits et un édulcorant, vous économisez 200 calories. Ainsi, en un an, en effectuant ce seul changement, vous réduisez votre consommation de 74 825 calories. En théorie, cela équivaut à une perte de poids de 22 livres. Audra Donnison, l'une des diététiciennes de Yellowknife, a vu à 2 reprises quelqu'un perdre plus de 20 livres en un an après avoir suivi ce cours simplement grâce à ce changement de routine de café. Je ne peux pas vous assurer que ce sera exactement comme ça pour vous, mais il s'agit d'un changement assez simple que vous pouvez apporter à vos habitudes alimentaires et à vos choix de boissons. Et ce changement peut avoir un effet important sur votre santé. Quelques conseils sur l'alcool. L'alcool contribue à l'apport calorique. Il contient 7 calories par gramme, tandis que les protéines et les glucides vous apportent 4 calories par gramme. Une soirée bien arrosée peut vous coûter cher si vous ne faites pas attention. 2 gin tonic représentent environ 400 calories et 4 bières plus de 600 calories. Voici quelques conseils. Buvez de l'alcool moins souvent. Évitez de boire seul. Limitez votre consommation d'alcool, par exemple, prenez 2 bières au lieu de 4. Buvez au cours des repas, car on a tendance à boire moins. Optez pour des boissons plus légères. Une canette de bière légère et 104 calories contre 150 calories pour une bière normale. Choisissez de l'eau ou des boissons gazeuses allégées en sucre pour les mélanges. Notre environnement alimentaire. Plus tôt dans cette présentation, nous avons parlé des éléments qui influencent nos choix alimentaires. Avez-vous remarqué des publicités qui vous ont incité à acheter certains aliments? On vous a offert de la nourriture lors d'un événement social ou d'une réunion de travail. Avez-vous mangé à l'extérieur ou acheté quelque chose à emporter parce que vous étiez pressé? En d'autres termes, l'environnement dans lequel nous vivons peut nous empêcher de manger sainement. Changez votre environnement. Pensez à votre domicile et à votre lieu de travail. Quel changement vous aiderait à perdre du poids? Nous avons tous vécu l'expérience du paquet de chips qui nous appelle depuis le placard. Il est difficile de faire un choix sain si nous avons des tentations à portée de la main. Mais si nous n'avons pas de chips dans le placard, nous n'avons pas à lutter contre la tentation.
Pourquoi ne pas faire le tour de vos placards et de votre réfrigérateur et vous débarrasser de ces aliments tentants, comme les chips, la crème glacée, le chocolat? Réfléchissez aux aliments que vous souhaitez garder à portée de main et à leur quantité. Vous devriez peut-être impliquer les membres de votre famille en leur demandant de ne pas garder d'aliments tentants à proximité. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez plus manger de ces produits. Mais si vous ne gardez pas ces aliments à portée de main, vous réduirez la tentation. Journal de réflexion, question 16. Je vous laisse un moment pour réfléchir à la manière dont vous pouvez modifier votre environnement. Passez à la question 16 de la page 7 du journal de réflexion et réfléchissez à la manière dont vous pourriez modifier votre environnement. Quand manger? Le moment où l'on mange peut être tout aussi important que ce que l'on mange. Nous avons vu dans la vidéo précédente que lorsque nous suivons un régime, nos signaux de faim interne augmentent. Il est difficile de lutter contre la faim physique. La gestion de la faim est donc un élément important de la gestion du poids. L'échelle de la faim et de la satiété est un outil qui vous aide à gérer votre faim. Si vous portez attention à votre estomac, vous saurez si et quand vous voulez manger et vous éviterez ainsi d'avoir trop faim ou de trop manger. Les signes de la faim physique sont les suivants. Votre estomac commence à gargouiller, vous vous concentrez davantage sur la nourriture et vous pouvez même être étourdi ou irritable. On parle parfois de rage alimentaire. Passez donc en revue cette échelle de la faim. Je vous invite en même temps à tenter de percevoir des sensations dans votre estomac en ce moment. Le numéro 5, c'est quand votre estomac est neutre. Vous ne le remarquez pas, il n'est ni affamé ni plein. Le numéro 4 est le premier signe de la faim. Le fait de regarder l'horloge pour voir s'il est l'heure du repas. Vous pouvez manger, mais vous pouvez également attendre un peu plus longtemps avant de manger si nécessaire. Plus vous restez longtemps sans manger, plus vous descendez sur l'échelle. Lorsque vous atteignez le niveau 2, vous commencez généralement à perdre le contrôle de ce que vous mangez et de la vitesse à laquelle vous mangez. Il est donc facile de manger trop. Ensuite, il est préférable de manger à un moment où l'on a faim, où l'on est prêt à manger, 3 sur l'échelle, mais où l'on est encore en mesure de contrôler ce que l'on mange. Ensuite, lorsque vous mangez, mangez lentement pour vous aider à faire attention à votre faim et à votre satiété, et au fur et à mesure que vous montez sur l'échelle. En général, il est bon de s'arrêter à 6 ou 7 lorsque nous sommes satisfaits ou assez rassasiés. Si vous mangez rapidement, il est plus difficile d'être à l'écoute de votre faim et de votre satiété. Une astuce consiste à régler une minuterie et à faire en sorte que votre repas prenne plus de temps en augmentant progressivement leur durée. Bien sûr, il y a des moments où nous mangeons trop, où nous nous sentons pleins ou mal à l'aise, voire gavés, comme après un repas de Noël. Il n'y a rien de mal à cela de temps en temps. Cela nous arrive à tous. Mais n'oubliez pas que si l'on mange, c'est pour se sentir mieux après avoir mangé et non pas pour se sentir moins bien. La gestion de la faim. Le docteur Yoni Freehoff dit « Pensez votre alimentation de façon à ne pas avoir faim. Vous mettrez les chances de votre côté. La volonté en matière de choix alimentaire, c'est souvent simplement l'absence de la faim. Il s'agit d'éviter d'avoir faim. Voici quelques conseils pour vous aider à y parvenir. Commencez par prendre un déjeuner. Prenez des repas équilibrés et réguliers, généralement 3 fois par jour. Prévoyez des collations en fonction de votre faim. Les 3 types de faim. La réponse
est que la faim que vous ressentez n'est peut-être pas une faim physique. En général, il existe 3 types de faim. Nous avons déjà parlé de la faim de l'estomac. On parle de faim de la bouche lorsque l'on a envie de manger. Vous sentez l'odeur des biscuits fraîchement sortis du four et vous en voulez, ou vous avez envie de quelque chose de salé le soir. En général, vous recherchez un goût ou une texture précise. J'ai envie de quelque chose de froid et de crémeux. La faim de la bouche, c'est aussi l'envie de se servir une deuxième portion après le souper. La faim du cœur ou faim émotionnelle couvre presque toutes les autres raisons pour lesquelles nous mangeons. Les enfants mangent parce que leur mère les oblige à finir leur assiette. Vous êtes à une fête et vous mangez du gâteau parce que c'est ce qu'on attend de vous. Ou bien vous vous ennuyez le soir et vous vous retrouvez à fouiller dans le réfrigérateur même si vous n'avez pas faim. Vous êtes peut-être stressé par votre travail et vous pensez que vous méritez bien une bière ou des ailes de poulet. Beaucoup d'entre nous ont souvent envie de se resservir après le souper parce que le plat était vraiment bon. Il s'agit d'une forme de faim de la bouche. Une stratégie consiste alors à vous autoriser à prendre une portion raisonnable de ce qui devrait, selon vous, satisfaire votre faim physique. Une fois cette portion terminée, attendez 15 minutes. Distrayez-vous, faites autre chose. Jouez à un jeu sur votre téléphone, regardez la télévision, débarrassez la table. La plupart du temps, au bout de 15 minutes, cette faim a disparu. De plus, la nourriture s'est déposée dans votre estomac et vous réalisez que votre faim physique est maintenant satisfaite et qu'il est beaucoup plus facile de ne pas vous resservir. Vous serez capable de dire naturellement « Je suis rassasié ». Outre la faim de l'estomac ou de la bouche, la plupart des raisons qui nous poussent à manger relèvent de la faim du cœur. Notamment lorsque nous mangeons pour des raisons émotionnelles telles que le stress ou l'ennui. Il s'agit également de manger parce qu'on s'attend à ce que vous mangiez, ou même parce que c'est l'heure. Il s'agit de comportements acquis. En attendant, prenez l'habitude de vous demander « Quel type de faim est-ce que je ressens ?» Manger le soir. De nombreuses personnes affirment que le soir est le moment de la journée où il est le plus difficile de respecter son programme alimentaire. La faim peut alors être physique ou émotionnelle. Parfois, on ressent une faim physique après le souper ou avant le coucher lorsqu'on essaie d'être trop sage. Il nous arrive aussi de ne pas manger suffisamment au déjeuner et au dîner, ce qui nous conduit à trop manger le soir. Une façon de déterminer le type de faim que vous ressentez est ce que nous appelons le test de la pomme. Demandez-vous, ai-je assez faim pour manger une pomme? En général, une pomme ou un autre fruit suffit à satisfaire la faim physique. Mais s'il s'agit d'une faim émotionnelle, manger une pomme est rarement satisfaisant. La faim émotionnelle nous pousse généralement à manger des chips, des beignes, du chocolat ou un aliment réconfortant. Nous développons également des habitudes ou des comportements acquis en matière d'alimentation. Si vous avez l'habitude de grignoter le soir, vous serez fortement incité à manger quelque chose à la même heure. Vous pouvez vous débarrasser de cette habitude en vous efforçant de ne pas grignoter le soir de façon assez longtemps pour rompre le lien entre l'activité, comme regarder la télévision, et la nourriture. Dans l'ensemble, une bonne règle de base consiste d'éviter au maximum de grignoter le soir. Vérifiez votre niveau de faim. Si vous n'avez pas trop faim, vous pouvez peut-être aller vous coucher. Mais si vous en êtes à 2 sur l'échelle de la faim, quelle petite collation pourriez-vous prendre pour vous sentir rassasié? Une alimentation consciente. Nous allons maintenant faire une activité d'alimentation en pleine conscience. L'alimentation consciente consiste à ralentir et à prêter attention à la nourriture que vous mangez.
Tout semble toujours se dérouler dans la précipitation. Vous vous dépêchez de préparer les enfants pour l'école ou pour vous rendre à l'activité suivante. Nous n'accordons plus à l'alimentation le temps et l'attention dont nous avions l'habitude. Des études montrent que lorsque nous faisons attention à notre alimentation, il nous est plus facile de gérer notre poids. Mangez en pleine conscience. Maintenant, sortez cette collation que vous attendiez tant, mais ne la mangez pas encore. D'abord, prenez-la et regardez-la. Imaginez-vous en train de la manger. Ressentez les sensations de votre estomac. Avez-vous faim? Votre estomac gronde-t-il parce que vous pensez à manger? Qu'en est-il de votre bouche? Vous salivez? Ce sont les choses que votre corps fait pour vous préparer à manger. Concentrez-vous à nouveau sur votre nourriture et prenez une petite bouchée. Mâchez-la bien. Quel en est le goût? Est-ce agréable? Vous avez envie d'en manger plus? Continuez à manger lentement. Soyez attentif à la manière dont vous appréciez votre collation. Point de discussion. Continuez à manger et réfléchissez aux questions suivantes. Conseils pour manger en pleine conscience. Voici quelques conseils pour manger en pleine conscience. Prenez soin de savourer chaque bouchée. Mangez seulement lorsque vous êtes assis à table. Éteignez les distractions, la télévision, le téléphone, l'iPad. Ralentissez. Posez votre fourchette ou buvez une gorgée d'eau entre chaque bouchée. Faites de la fine bouche. Choisissez les aliments que vous souhaitez savourer et laissez les autres. Évaluez votre satiété sur l'échelle de la faim et arrêtez-vous lorsque vous vous sentez rassasié et à l'aise. Profitez de la conversation autant que de la nourriture. Nous sommes presque à la fin de la première partie, mais avant de nous quitter, je vais inviter chacun de vous à se fixer un objectif SMART sur lequel travailler pendant une semaine. Voici comment se décline un objectif SMART. Spécifique. Qu'allez-vous faire? Mesurable. À quelle fréquence allez-vous le faire? Atteignable. Serez-vous réellement en mesure d'atteindre cet objectif? Réaliste. Pourquoi choisissez-vous cet objectif? En quoi est-il important pour vous? Temporel. Pendant combien de temps allez-vous faire cela? Je vous invite à choisir un objectif lié à l'alimentation, car nous nous concentrerons sur cet objectif lié à l'activité physique dans la partie 2. Voici un exemple d'objectif SMART lié au déjeuner. Je prends un déjeuner tous les jours avant de partir au travail. J'achète des Shreddies, des baies et du lait. Je fais cela pour m'aider à gérer ma faim et je le ferai pendant une semaine. Voici quelques exemples d'objectifs que vous pourriez vous fixer pour cette semaine. Manger une demi-tasse de fruits et de légumes au dîner chaque jour. Boire de l'eau, à l'exception de mes 2 boissons gourmandes prévues chaque semaine. Apporter mon dîner au travail du lundi au vendredi. Manger des portions raisonnables de friandises 3 fois par semaine et les manger en pleine conscience. Il est préférable de se fixer de petits objectifs et de réussir que de se fixer de grands objectifs et d'échouer. Par exemple, je vais supprimer tous les jus de fruits et les boissons gazeuses de mon alimentation pendant un mois. Un petit mot sur la perte de poids. Je vous déconseille de vous fixer des objectifs de perte de poids tels que « Mon objectif est de perdre 2 livres d'ici la semaine prochaine ». La perte de poids est plus un résultat qu'un objectif. Elle serait le résultat d'une autre action, comme le fait de manger en pleine conscience ou de limiter votre consommation de friandises. Et si vous réussissez à atteindre votre objectif, mais que vous ne perdez pas de poids, cela signifie-t-il que vous avez échoué? Non, pas du tout.
vous continuez votre cheminement vers un style de vie sain. Ces changements se reflèteront d'une autre manière. Si vous souhaitez surveiller votre poids, voici quelques conseils pour vous aider à vous peser en suivant une approche saine. Ne vous pesez pas plus d'une fois par semaine. Il n'y a aucune raison de le faire plus souvent, car le volume d'eau de votre corps peut changer radicalement d'un jour à l'autre. Une fois par semaine, c'est plus précis. Faites-le le matin avant de manger ou de boire. Utilisez toujours la même balance, car il peut y avoir des différences importantes entre les balances. Pesez-vous sans vêtements ou portez des vêtements ou des chaussures similaires chaque fois. Se peser régulièrement permet de voir les tendances qui se dessinent au fil du temps. Si à un moment donné, vous constatez que le fait de vous peser augmente votre stress ou votre anxiété, arrêtez. C'est peut-être le signe que vous accordez plus d'importance à ce chiffre qu'il n'en mérite. La santé se reflète dans bien d'autres aspects que les chiffres de la balance. Veillez à noter les autres aspects de votre santé peuvent s'améliorer. Votre niveau d'énergie, monter des escaliers sans essoufflement, coupe des vêtements par exemple. Prenez le temps de définir 1 ou 2 objectifs à atteindre au cours de la semaine prochaine. Cette feuille d'objectifs se trouve à la fin du journal de réflexion à la page 8. Enfin, ouvrez votre journal de réflexion et prenez un moment pour examiner vos réponses à la question. Voyez si certaines d'entre elles ont changé. Merci. Ceci nous amène à la première partie du cours « Êtes-vous prêt ?» Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet enregistrement. Nous vous souhaitons bonne chance dans la réalisation de vos objectifs et nous espérons que vous regarderez la deuxième partie du cours « Êtes-vous prêt ?» dans une semaine environ. Si vous avez des questions sur la première partie, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante healthpromotion@gov.nt.ca.